Salut, trade à l'ancienne, histoire à la Bellemare, c'est reparti ou plutôt ça continue. Dans ce nouvel épisode, je vais vous emmener en 1912 à Dijon. Là-bas, nous allons retrouver une petite épicerie qui est tenue par Armand Lambert et sa femme, Céleste Lambert. Armand et Céleste n'ont qu'un seul désir dans leur vie, c'est d'acheter le magasin qui est à côté de chez eux, qui est une fromagerie. J'ai bien conscience que pour l'instant, l'histoire ne démarre pas sur les chapeaux de roue, mais vous allez voir. Armand a 45 ans, il a le dos voûté, il n'a pas vraiment le physique d'une gravure de mode. C'est pas pour ça qu'on vient chez lui d'ailleurs. On vient chez lui parce que il est très gentil, très serviable. Peut-être trop gentil, trop serviable. Vous savez, ce genre de vendeur qui en fait toujours un peu trop, qui rigole trop fort, qui fait des compliments un peu mielleux. Sa femme, elle, de son côté, est beaucoup plus timide, plus réservée. Et justement, la timidité de sa femme fait qu'elle regrette déjà d'avoir accepté le plan que son mari a concocté pour qu'ils puissent gagner eux deux plus d'argent. C'est un plan machiavélique, précis, quasiment parfait, qui va bien se passer d'ailleurs, mais qui va se retourner contre eux, tout en se battant bien quand même. C'est dur à comprendre, vous allez voir, c'est incroyable. Je pense que n'ont jamais imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Armand va ouvrir le magasin, et voici le plan qu'il a concocté. Lors d'un moment d'affluence dans le magasin, quand il y aura des clients et des clientes, il va monter le long d'une échelle pour accéder aux étagères. Là, il fera semblant de tomber, enfin, il tombera réellement, mais provoquera cet accident. Une fois que tout le monde sera autour de lui, il simulera le fait de ne plus pouvoir marcher pour toucher l'argent de l'assurance. C'est plutôt un plan banal, somme toute, mais c'est assez bien concocté, surtout qu'en 1912, on n'a pas les mêmes moyens scientifiques qu'aujourd'hui pour déterminer si oui ou non, si vraiment il a perdu l'usage de ses jambes. Sa femme, elle est clairement terrifiée par ça, elle est terrifiée du fait qu'il pourrait se faire mal, qu'il puisse bouger sans s'en rendre compte après dans le futur si jamais ça fonctionne, que les assurances se rendent compte de cette simulation. Elle a peur aussi tout simplement de ne pas être crédible le moment venu, quand on l'interrogera par la suite, tout simplement quand son mari sera au sol. Alors Armand lui dit « Je veux des cris et des larmes, tu assures ?» Il n'a pas dit comme ça, mais il lui a dit. La matinée se passe normalement et une cliente, une habituée d'ailleurs, arrive dans l'épicerie et demande du sucre de canne. C'est le bon moment parce qu'il y a 3-4 autres clients et clientes dans l'épicerie et le sucre de canne se trouve sur une des étagères la plus haute. Donc Armand prend son échelle, monte le long des barreaux, arrivé au dernier barreau, il fait semblant de perdre l'équilibre, il tombe sur le sol lourdement. Comme prévu, tous les clients se précipitent sur lui pour savoir ce qui se passe, pour l'aider, pour qu'il puisse se relever, parce que la chute n'est pas très haute, somme toute. Mais lui, il hurle de douleur et il ne bouge pas ses jambes et il hurle à la mort, quoi. Il a mal, il a très mal, ça se voit. Il appelle sa femme rejoint les clients, elle est terrifiée, elle est en panique. Et puis, en réalité, sa timidité fait que sa réaction émotionnelle très gênée, confuse, rouge, passe pour de la sincérité sur elle voyant son mari avoir très mal. Un client sort de l'épicerie et court pour aller chercher le médecin. On est en 1912, on n'a pas de téléphone portable sur soi à portée de main. Le médecin arrive une quinzaine de minutes après, il est accompagné de policiers, d'agents qui vont emmener Armand sur un brancard, sur une civière pour l'emmener directement à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça tourne en rond. Pendant des jours et des jours, les médecins ne comprennent pas, il y a rien de cassé. Il y a quelques contusions, mais bon, c'est rien de très grave non plus. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il a et pourquoi il n'arrive plus à bouger ses jambes. Une conclusion tombe, un diagnostic, il s'agirait d'un choc nerveux. Et c'est pas idiot, le choc nerveux, à cette époque, en 1912, ça pourrait expliquer ça, puisqu'encore une fois, on ne voit rien de physiologique, et pourtant les jambes sont littéralement sans vie. Une fois que le diagnostic des médecins est tombé, l'assurance, qui n'est pas très contente, est obligée de payer et de verser les 100 000 qu'ils lui doivent. Alors je dis pas 100 000 francs exprès, on va dire 100 000 euros. J'ai fait la conversion de ce que ça vaudrait aujourd'hui en 2022 en prenant en compte l'inflation et en faisant la conversion des devises. Évidemment, Armand retourne à la vie normale, il retourne à l'épicerie avec Céleste et il est présent en plus dans le magasin tous les jours. Il n'aide pas vraiment, il fait pas grand chose, il est en fauteuil roulant et tous les soirs, une fois que Céleste baisse le rideau de fer de l'épicerie, là il se lève d'un bond pour se dégourdir les jambes, pour marcher un petit peu dans le magasin parce qu'il n'en peut plus de rester assis. Vous aviez compris, il n'a rien, que ce soit bien clair, il n'a même pas une petite douleur lancinante quelque part. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se lève d'après vous ? Il se plaint auprès de sa femme. Il se plaint parce que toute la journée il doit rester assis, il doit se contrôler, il doit faire attention à ne pas se lever pour aider sa femme par exemple, que c'est très long, que c'est fatigant. C'est assez amusant d'ailleurs, je mets ça en perspective parce que pendant ce temps-là,
Avant, ils étaient 2 à travailler dans l'épicerie. Là, il n'y a plus que Céleste qui travaille. Donc, ça veut dire que toute la journée, quand le magasin est ouvert, c'est elle qui fait tout. Mais bon, c'est Armand quand même qui se plaint en fin de journée. Enfin, il n'y a pas que des points négatifs. 3 mois plus tard, Armand est plutôt joyeux, plutôt heureux. Il rigole énormément parce qu'ils ont touché les 100 000 € de l'assurance. Mais il y a quelque chose que lui n'avait même pas anticipé dans son plan machiavélique. C'est l'augmentation de la fréquentation de l'épicerie. Parce que oui, la clientèle de l'épicerie a triplé. C'est-à-dire qu'il y a des gens du quartier qui allaient chez d'autres épiciers qui du coup viennent pour soutenir ce pauvre homme paralysé quand même, qui a eu un accident. Il faut bien l'aider d'une manière ou d'une autre, alors on vient faire ses courses chez lui. Il y en a qui traversent Dijon quand même pour venir chez lui parce qu'ils ont entendu parler de cette histoire. Donc ils viennent le voir, ils viennent l'aider un petit peu. Au final, les affaires sont prospères. Et Céleste d'ailleurs finit cette journée épuisée parce qu'elle fait tout, donc 3 fois plus qu'avant, mais avec une personne en moins pour l'aider. Armand et Céleste comptent pas faire ça éternellement. Leur plan a une suite. Ils comptent faire ça 2 ou 3 ans pour générer assez d'argent, revendre tous leurs biens et partir s'installer dans le sud de la France, là où personne ne les connaît, ni d'avant, ni d'Ève, ni d'Adam. Donc Armand pourra vivre une vie normale après dans le sud. Je vous emmène maintenant 1 an et demi plus tard. On est en 1913, l'épicerie est toujours active, Armand est toujours en fauteuil, Céleste s'occupe de tout le magasin et en plus, l'épicerie a doublé sa surface puisqu'ils ont racheté, comme c'était prévu par le plan, la fromagerie d'à côté, qui avait fait faillite entre-temps. Sauf qu'Armand peste de plus en plus, il en peut plus. Ça fait 1 an et demi qu'il simule le fait de ne pas pouvoir marcher, ça fait 1 an et demi que du coup, il a juste des heures un peu libres le soir quand tout est fermé, les rideaux sont tirés, quand personne ne peut le voir pour vivre normalement. Il en a marre, il est hors de lui. Il en arrive même à râler auprès de sa femme en lui reprochant que elle ne subit pas tout ce qu'il subit. À part que elle, encore une fois, elle s'occupe du magasin. Alors elle essaye de le rassurer, elle lui dit mais il n'y en a pas pour longtemps, bientôt notre plan sera à exécution pour aller dans le sud, tu vois, ça fait que 1 an et demi. Et lui dit 1 an et demi, c'est déjà trop, j'ai fait les comptes, il faudrait encore 3 ans avant qu'on puisse partir. 3 ans. Et 3 ans, c'est 2 fois encore ce qu'il vient de vivre là, il sait qu'il n'en sera pas capable. Céleste, elle flippe de fou, elle a peur que son mari fasse une bêtise, qu'il se lève, qu'il finisse en prison, qu'elle soit la risée du quartier, qu'il fasse faillite derrière. Je veux dire, si à n'importe quel moment, si Armand arrête la simulation, là, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Ça la perturbe tellement, Céleste, que ce coup-ci, c'est elle qui va avoir une idée. Elle, si timide à la base, va mettre une brique en plus sur ce plan. Je vous passe quelques mois, on est en été 1913 et Céleste et Armand sont dans un train direction Paris pour prendre un autre train direction Lourdes. Vous allez deviner la suite, ils veulent faire croire à un faux miracle. L'idée c'est que Armand fasse la queue avec les vrais malades, les vrais handicapés, qu'il aille se plonger dans l'eau et qu'une fois dans l'eau, il fasse semblant de récupérer l'usage de ses jambes et qu'il crie au miracle. C'est hyper culotté. Mais c'est tellement culotté qu'effectivement ça pourrait marcher. En plus, Armand a amélioré un petit peu l'idée de base de Céleste. Il se dit pour que ça marche, il faut que ça fasse du bruit. Il faut vraiment que tout le monde en parle. Et en plus, si tout le monde en parle, du coup, je vais devenir une petite vedette locale. Et là, c'est pas la clientèle, on va pas la tripler. Là, la clientèle elle va venir de tout Dijon et de tous les alentours pour voir l'homme miraculé. C'est pour ça qu'ils vont à Lourdes seulement en plein été. Plus précisément, ils arrivent à Lourdes le 15 août, le moment où c'est le plus blindé, où il y a les plus longues queues pour aller atteindre l'eau miraculeuse. Et Armand et Céleste ont tout prévu. Ils savent déjà qu'à leur retour, ils vont peindre une Sainte Vierge sur la devanture du magasin. Ils veulent même changer le nom de l'épicerie. Armand voudrait appeler l'épicerie Eau Miraculée. Et Céleste trouve que c'est un petit peu too much. Elle dit on pourrait l'appeler Sainte Bernadette ou quelque chose comme ça, peut-être plus léger. Bref, ils sont en train de faire la queue entre les fauteuils, entre les brancards. L'attente est longue, très longue, et enfin vient le tour d'Armand. Armand est porté, il est déposé dans l'eau, il se laisse couler entièrement jusqu'au-dessus de la tête, à avoir de l'eau au-dessus de la tête, et là, immédiatement, il se lève, il regarde ses jambes, et il fait « Mais je marche, it's alive, alive !» Non, ça c'est autre chose. Vous imaginez bien, sa femme, Céleste, tombe en larmes, elle hurle de joie. En plus, aussi bien ses hurlements de joie que ses larmes sont sincères parce qu'elle sait que maintenant, tout va redevenir comme avant. Donc c'est super pour elle. Il y a plein de photographes qui sont présents, ce qui n'est pas étonnant. Dans les périodes de forte affluence, il y a souvent des reportages qui couvrent l'événement. Donc,
comme le pressentait Armand, tout le monde prend des photos et couvre tout ça. Armand enchaîne les rencontres, les serrages de main, les explications avec les croyants, avec les officiels. Le soir, ils sont dans leur hôtel, ils ont pris un hôtel évidemment sur Lourdes. Le téléphone sonne, c'est l'adjoint au maire de Dijon qui les appelle parce qu'il veut organiser leur retour, donc il veut connaître l'horaire du train, etc., la date précise de retour, pour prévoir une fanfare à leur arrivée, pour couvrir cet événement. On a un miraculé qui arrive de Lourdes et qui rentre chez nous à Dijon. C'est clairement le début du succès qu'avait prévu Armand. Tout se déroule comme prévu jusque-là. Quelques jours après, le 20 août 1913, ils repartent, ils ont fini leur affaire à Lourdes, ils ont fini de faire valider ce miracle, ils prennent un train Lourdes-Paris, pour la connexion ensuite, Paris-Dijon. Sur tout le trajet, ils rediscutent encore de comment ils vont renommer la fameuse épicerie. Mais tout à coup, coup de frein, long, très long, strident, qui termine par un choc violent. Le train vient de rentrer dans un train de marchandises qui était bloqué sur la voie. Heureusement, aucune victime à déplorer, aucun blessé, pour l'essentiel des wagons. Il y a un wagon qui a pris un peu plus cher que les autres, c'est-à-dire qui a été un peu malmené, mais a priori il n'y a pas de dégâts dans ce wagon-là, sauf dans un compartiment, celui d'Armand et Céleste. La glace qui était au-dessus d'Armand vient de se casser, de se décrocher et de tomber littéralement dans les jambes d'Armand. La suite est simple, direction l'hôpital. Armand était tombé inconscient durant le trajet, mais tant mieux, ça lui évite de souffrir. À l'hôpital, les médecins font ce qu'ils ont à faire. Une fois que tout est réglé, ils réveillent Armand. Et il y a une bonne nouvelle qui l'attend à son réveil, il va vivre, tout va bien. C'est limite un double miracle, il vient d'être miraculé à Lourdes, là il a eu un accident, il y a une glace qui lui est tombée sur lui, etc., cassée, etc., et tout va bien aller. Enfin ça c'est la bonne nouvelle, c'est il va vivre. Il y a une mauvaise nouvelle avec. Pour sauver Armand, il a fallu faire très vite et prendre des décisions très rapides. Et la meilleure des décisions à prendre rapidement était de lui amputer ses 2 jambes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà comment Armand est rentré comme il était parti à Dijon, c'est-à-dire en fauteuil roulant. Sauf qu'il y est parti en tant que simulateur et il y est rentré en tant qu'handicapé. L'épicerie n'a au final pas changé de nom et pire que ça, la clientèle s'est fait de plus en plus rare dans l'épicerie. Pourquoi ? Parce que Armand, c'était plus quelqu'un de gentil, de jovial. Je veux dire, avant, quand il était en fauteuil, il était encore très sympa. Et puis là, il était toujours triste, terne, en train de se plaindre, en train de gémir en permanence. Ça faisait une ambiance grisâtre, une ambiance un peu glauque. Donc les gens étaient un peu mal à l'aise d'aller là-bas. Et ils ont commencé à fuir un peu cette épicerie. Et pourtant, les habitués d'Armand et de Céleste, quand ils voyaient Armand aussi mélancolique au départ, ils disaient, bah écoutez, dites-vous que c'est comme avant le miracle. Juste, vous avez pu remarcher un tout petit peu. Mais voilà, rien n'a changé, c'est comme avant. Difficile pour Armand et Céleste d'expliquer que non, c'est pas vraiment comme avant, non. Donc l'épicerie a fini par couler et Armand et Céleste sont partis on ne sait où, au final. Silence radio, plus de nouvelles d'eux jusqu'en 1940. 1940, c'est l'année où est décédée Céleste, 15 ans après son mari. Armand était mort 15 ans plus tôt. Avant son décès, elle avait déjà prévu une confession publique de son histoire, peut-être aussi pour s'amender un petit peu d'un péché si elle était croyante. Parfois il y a ce genre de choses qui se font, donc ça a été relayé par la presse et c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé à cette époque-là. Et à cette époque, c'est sûr que des personnes se sont dit ce que vous êtes peut-être en train de vous dire maintenant, en fait, elle a été punie par un acte divin. C'est-à-dire comme ils ont simulé un miracle, et bien du coup ça s'est retourné contre eux pour le rendre réellement handicapé, amputé des 2 jambes. Ça c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de corrélation illusoire. Quand vous avez 2 données qui fonctionnent ensemble, on a l'impression que du coup, il y a un lien de cause à effet. Parce que c'est sexy pour le cerveau de se dire ça. Mais évidemment, il n'y a rien de tout ça en fait. C'est la différence entre la corrélation, 2 choses qui pourraient être interprétées dans leur croisement comme fonctionnement ensemble, et la conséquence, la cause et la conséquence. C'est comme si je vous disais, cette lanterne est très spéciale, elle est magique, elle fait en sorte que les crocodiles ne puissent pas approcher de moi. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis que je suis dans ces bureaux et que j'ai cette lampe, il n'y a jamais eu un seul crocodile. Il n'y a pas un effet de causalité entre la lampe et les crocodiles, c'est juste une corrélation en fait. Parce qu'on aurait pu prendre autre chose. Voilà, c'est important de se le dire parce que spontanément, on trouve ça très, très joyeux pour l'esprit de se dire « Ah ouais, du coup, il a eu ça, c'est un coup du karma, etc. » Bon, c'est surtout que malheureusement, ce train était arrêté, qu'il y a eu l'accident et qu'il était à la seule place, effectivement, où il ne fallait pas être ce jour-là.
On ne souhaite pas un tel accident et une violence et un tel handicap à qui que ce soit. Ils n'ont finalement fait à la base qu'une arnaque à l'assurance, qui est quand même devenue peu à peu une arnaque à l'émotion aussi avec leurs clients. Et ça, c'est un autre sujet. J'espère que cet épisode vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas qu'on peut se rencontrer, on peut se voir à la fin de mes spectacles. Je joue au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre, c'est à Paris, les mardis, mercredis à 19h30, et en tournée jusqu'à juin 2023, un petit peu partout, en France, Suisse, Belgique, vous avez les dates qui s'affichent autour de moi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, et puis à mes autres réseaux aussi. Je fais pas mal en ce moment de contenu sur Insta, TikTok et tout, c'est pas dur pour me retrouver, c'est Fabien Olicard, c'est un arrobase, c'est très simple. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.